Donc, je vais le faire en français. C'est correct. Donc, les diapos vont être en anglais. Donc, vous pourrez suivre et n'hésitez pas à m'interpeller là, euh, pour certains éléments. Je pense que j'ai été un peu trop ambitieux. Donc, quand j'ai reçu l'invitation, donc le travail que je vais vous présenter ici, c'est du travail qu'on fait depuis longtemps, où on s'intéresse en effet aux effets attentionnels et surtout les impacts ou le fonctionnement attentionnel en lien avec la perception, en lien avec certains états de conscience, notamment le fonctionnement métacognitif. Donc, j'ai été très, très ambitieux, comme je vous dis, donc j'ai un programme assez chargé. Effectivement, si vous auriez aimé que je parle d'hypnose aujourd'hui, j'en parlerai pas malheureusement. Là. Donc, il faut parfois que je fasse des choix déchirants comme ça et j'ai cette opportunité-là de pouvoir porter deux chapeaux. Donc, mon alter ego qui fait du travail de recherche sur l'hypnose, il est en congé aujourd'hui. Donc, c'est la présentation que j'avais prévue pour aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter les résultats de 3 études. Et les études portent, comme je disais, sur les interactions entre l'attention exogène et l'attention endogène. Donc, je vais vous expliquer un peu qu'on va par cette terminologie-là. Mais lorsqu'il est question d'attention de manière générale, au-delà du fait que William James nous dit que tout le monde sait ce que c'est l'attention, l'attention, de manière générale, c'est cette capacité-là qu'on a à sélectionner une information qui est pertinente pour la tâche et à supprimer des informations qui sont non pertinentes pour la tâche. Donc, dans le cadre de l'attention visuelle-spatiale, de quelle façon ça se transpose? Ça se transpose dans ce concept-là qu'on appelle une carte spatiale de priorité, où certaines parties de la carte, l'information qui se situe dans cette partie de la carte, va être traitée en priorité, alors que les informations qui se retrouvent ailleurs, en fait, vont être supprimées ou inhibées. Donc, ces cartes de priorité-là peuvent être générées de différentes façons. Donc, à partir, par exemple, d'attention de contrôle volontaire, donc, vous pouvez volontairement choisir de sélectionner certaines parties de l'espace. Elles peuvent être sélectionnées, elles peuvent être dérivées de phénomènes saillants de l'environnement, donc ce qu'on appelle du traitement ascendant, ou elles peuvent survenir aussi à partir de certains apprentissages. Donc, l'attention, comme beaucoup de processus mentaux, sont sensibles aux phénomènes d'apprentissage. On peut développer des cartes faciales priorité en fonction de nos apprentissages. Donc, vous aurez compris par là que ce que je veux dire, c'est que l'attention n'est pas un construit unifié. Le contrôle de l'attention, on parle de différents mécanismes de contrôle. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur 2 mécanismes bien connus. Donc, le mécanisme de contrôle endogène, c'est-à-dire cette capacité-là qu'on a de porter attention volontairement en fonction de nos buts, nos objectifs, vers certains contenus. Donc, par exemple, lorsqu'on est en train de lire un livre. Ou on va parler aussi d'attention exogène. Donc, cette fois-ci, c'est de l'attention qui est dirigée par les stimuli, donc certains événements saillants dans l'environnement qui vont capter notre attention automatiquement. Donc, par exemple, si quelqu'un tire une arme de feu présentement, de manière involontaire, et donner la saillance de l'événement qui va suivre, ça va capter notre attention. Dans le laboratoire, on a développé toutes sortes de stratégies expérimentales pour explorer ces 2 formes d'attention-là. Une forme assez élémentaire, c'est, par exemple, je peux présenter sur l'écran d'ordinateur 2 endroits où une cible pourrait apparaître. Et ensuite, je vais présenter ce qu'on appelle un indice endogène, donc en bon français un cue, où je vais demander aux participants de porter attention dans la direction indiquée par l'indice. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais présenter une cible ou bien à un endroit qui n'était pas indiqué par le cue, par l'indice, on dit un essai invalide, ou je vais présenter la cible à l'endroit indiqué par l'indice, donc un essai valide. De la même façon, on peut utiliser l'attention exogène, parce que cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'un des 2 placements possibles pour la cible va brièvement flasher, en bon français, à l'écran. Donc ça va attirer notre attention de façon automatique. Et encore une fois, on peut positionner la cible ou bien à l'endroit valide ou invalide. Et ce qu'on va observer généralement, c'est un bénéfice de performance pour le cible valide. C'est-à-dire que lorsqu'on porte attention à un endroit dans l'espace, on va avoir un bénéfice si on demande aux participantes de faire une certaine tâche. Donc, à l'aide de ces stratégies expérimentales-là, on peut explorer toutes sortes de facettes
de fondement en lien avec ces deux formes d'attention-là. Donc ici, ce que je vous montre, c'est un tableau qui a été dérivé d'une revue qui date maintenant là, plus que 10 ans, où en fait, les auteurs avaient souligné le fait qu'on pouvait observer avec différentes formes ou différentes formulations de cette tâche-là, des différences entre l'attention endogène et l'attention exogène, hein, ce qui nous indique qu'au point de vue fonctionnel, ces deux formes d'attention sont distinctes. Au point de vue cérébral aussi, on a tendance à associer ces deux formes d'attention-là à des circuits distincts. Donc, il y a des modèles qui ont été proposés où on va généralement associer l'attention endogène, donc le contrôle volontaire de l'attention, à un circuit dorsolatéral. Et on va associer la réponse exogène à certains événements à un circuit ventrolatéral, donc un circuit qui répond dans le fond à la saillance. Okay? Donc, il semblerait qu'au niveau cérébral, on peut faire certaines distinctions, quoique il faut nuancer un peu ces modèles-là. Donc, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui de manière générale s'inscrit en fait dans une série de travaux qui ont été faits. Dans lequel on peut retrouver, il y a un papier vraiment important qui a été publié maintenant 20 ans par Burr et Nickelbrook, où en fait, ils ont fait un travail assez important où ils ont exploré les formes d'interaction entre ces deux formes d'attention-là. Et ils sont arrivés à une conclusion, ils nous disent, ben, en lien avec ce que je viens de vous proposer, lorsqu'on parle d'attention exogène, on parle de deux mécanismes qui sont séparés et assez indépendants dans leur mode de fonctionnement. Néanmoins, ces mécanismes sont capables d'interférence mutuelle, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'interagir ensemble. Donc, ce n'est pas complètement indépendant, okay? Mais néanmoins, il y a une certaine forme d'indépendance. Par contre, on retrouve des caractéristiques uniques pour chacune des formes d'attention. Donc, la première étude que je vous propose, c'est une étude où, en fait, on a exploré les effets combinés, donc les synergies. On a essayé de tester s'il y avait des effets de synergie qui pouvaient émerger lorsque ces deux formes d'attention-là sont combinées au niveau de la perception et au niveau de la métacognition. Donc, vraiment un test expérimental assez simple. On va tester est-ce que les effets combinés entre ces deux fonctions-là sont auditifs ou interactifs. Donc, pour explorer cette question-là, ce qu'on a fait, c'est on a testé les interactions des deux formes d'attention au niveau des jugements qu'on va appeler des jugements de premier ordre. Les jugements de premier ordre portent sur la perception du monde. Donc, par exemple, si je présente un parapluie à un participant, et que je demande à cette personne-là, est-ce que vous avez vu si c'est un parapluie ou un parapluie, ben, il va me donner un jugement, puis ce jugement-là, on va dire qu'il est de premier ordre. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on peut également demander aux participants de fournir un jugement de deuxième ordre. Cette fois-ci, un jugement qui porte non pas sur le monde, mais sur son introspection, donc la relation de sa perception au monde. Hein, un jugement qu'on dit métacognitif, c'est-à-dire ma capacité à voir est-ce que j'ai fait la tâche, est-ce que je suis certain de la réponse que je viens de fournir. Donc, par exemple, de façon classique, ce qu'on va demander aux participants, c'est êtes-vous certain de l'information que vous venez de fournir? C'est vraiment un parapluie, puis vous êtes convaincu que c'est un parapluie. Comme je l'ai dit, nous, on va explorer, dans le fond, les effets attentionnels au niveau des jugements de premier ordre et de deuxième ordre. Et ce travail-là va s'inscrire dans le contexte de la théorie de la détection du signal. Donc, je ne ferai pas un cours de psychophysique, donc je ne repasserai pas en détail ce modèle-là, mais c'est un modèle intéressant qui nous permet d'explorer les perceptions, les décisions au cadre de la perception. Parce que la théorie de la détection du signal nous dit, ben, lorsqu'une personne fait une décision sur un jugement de perception, dans le fond, il y a deux grands paramètres qui vont émerger. D'un côté, il y a un paramètre qu'on va appeler la sensibilité au signal, hein, jusqu'à quel point le système est sensible à discriminer, à détecter un signal. Et aussi, comme il y a une composante décisionnelle, ce modèle-là va dire qu'il y a aussi un critère décisionnel. Donc, quelle est la quantité d'évidence que le système a besoin pour prendre la décision? À quel moment est-ce que le système va prendre la décision? Donc, de façon un peu plus concrète, si on ramène ça à notre histoire de parapluie, donc si je présente une série de parapluies, c'est entailé d'une série de marteaux, donc ils ont cette forme-là, donc une certaine ressemblance à un participant, bien, la sensibilité au signal, dans le fond, si on se met sur un axe latent qui est la quantité d'évidence de parapluie, okay,
Ben, sur cet axe-là, on va retrouver la distribution du signal pour le parapluie, la distribution pour le bruit ici, qui est le marteau. Notre sensibilité au signal, dans le fond, c'est la différence entre les deux distributions qu'on va ensuite normaliser. Donc, c'est vraiment le ratio du signal sur le bruit. Hein, donc, la sensibilité du signal, du système au signal. Ensuite, la prise de décision, donc le critère décisionnel, c'est quelle quantité d'évidence sur cet axe-là, à partir de quel moment est-ce que je vais déclarer que certains éléments sont des parapluies. Okay? Et étant donné qu'il y a un certain niveau d'incertitude dans la prise de décision, bien évidemment, il y a un certain nombre de marteaux que je vais considérer comme un parapluie parce qu'au-delà de ce critère-là, tous les éléments qui sont présentés, je les considère comme des parapluies. Donc, il y a certaines erreurs qui vont émerger. Donc, ça, c'est pour les jugements de premier ordre. Ce qui est intéressant, c'est que la théorie de la détection du signal, on peut l'appliquer aussi au jugement de deuxième ordre, donc au jugement métacognitif, donc au jugement de confiance. Puis dans le cas de la théorie de la détection du signal, ce que ça signifie, c'est qu'une fois que j'ai déclaré que tout ce qui est au-delà de ce critère décisionnel-là, je les considère comme des parapluies, quand on dit aux participants, est-ce que vous êtes sûr? Hein, jusqu'à quel point vous êtes confiant de la décision? Bien, ce qu'on demande aux participants, c'est d'ajouter un deuxième critère qu'on va appeler un métacritère. Okay? Où il va nous dire, pour une petite attribution, okay, dans sa décision, il va dire, ben, au-delà de ça, je suis certain, et en deçà de ce métacritère-là, je suis incertain. Okay? Et c'est à partir de ce métacritère-là qu'on peut en fait dériver ce qu'on appelle la sensibilité métacognitive, okay, qui ressemble beaucoup à la sensibilité perceptuelle. Okay? Elle est sur la même unité, okay? Donc c'est un même calcul d'unité. Donc ça fait en sorte que, sans aller trop dans les détails techniques, ça fait en sorte qu'on peut comparer directement ces deux éléments-là. Maintenant, il faut savoir que la sensibilité perceptive et la sensibilité métacognitive. Donc, peut-être expliquer un peu c'est quoi la sensibilité métacognitive. La sensibilité métacognitive, c'est cette capacité-là que j'ai à identifier, à reconnaître les moments où ma performance est moins bonne et à identifier les moments où ma performance elle est meilleure. C'est-à-dire que si j'ai une grande sensibilité métacognitive, je suis très, très bon à dire là, je l'ai bien fait, là, je ne l'ai pas bien fait. Okay? Alors que si j'ai une très piètre sensibilité métacognitive, au contraire, je vais être très mauvais à reconnaître les moments où je suis moins bon et les moments où je suis meilleur. Okay? Donc, il faut savoir que la sensibilité métacognitive et la sensibilité perceptive sont généralement corrélées. Hein? Donc, plus d'évidence perceptive, plus ma sensibilité métacognitive va être forte. Ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va dériver un score qu'on appelle le score d'efficacité métacognitive, où on va, dans le fond, calculer la sensibilité métacognitive sur la sensibilité perceptive, ce qui va nous donner l'efficacité métacognitive. Donc, on isole vraiment une composante métacognitive. OK. Donc, ça, c'était la parenthèse pour la théorie de la détection du signal. Donc, je vous rappelle, nous, ce qu'on voulait faire, c'est tester les effets additifs ou interactifs entre la tension exogène et endogène au niveau des jugements de premier ordre et de deuxième ordre. Et ce qu'on a fait pour tester cet élément-là, c'est qu'on a utilisé une tâche de double indissage. Okay? Donc, dans notre tâche de double indissage, en fait, il y avait quatre endroits possibles où une cible pouvait apparaître. Et ensuite, il y avait un indice. Pour chaque essai, il y avait un indice d'attention endogène qui indiquait aux participants où ils devaient porter attention. Donc, par exemple, le chiffre 6 indiquait qu'ils devaient porter attention à la cible du bas. Donc, on utilisait ici l'horloge. Et ensuite, une des quatre emplacements de cible pouvait brièvement flasher à l'écran. Donc, ça attirait l'attention exogène. Donc, par exemple, cet essai-là, ben, l'attention endogène se retrouve dans le bas et l'attention exogène se retrouve dans le haut. Maintenant, évidemment, l'utilisation d'une stratégie de double indissage nous permet, dans le fond, d'évaluer les effets combinés, parce qu'il peut y avoir des essais où et l'attention endogène et l'attention exogène vont se retrouver au même endroit. Okay? Donc, dépendamment de l'endroit où je positionne la cible dans ce contexte expérimental-là, ben, je me retrouve avec deux paramètres, dans le fond, où et l'attention endogène peut être valide et l'attention exogène peut être valide ou invalide.
Donc, c'est ce qui me permet de tester les effets de synergie. Maintenant, ce que je vous montre ici, c'est essai qui se déroulait, donc je vais passer rapidement là-dessus, mais on avait l'indice endogène qui apparaissait en premier après le point de fixation, ensuite l'indice exogène, et ensuite l'indice exogène disparaît, ensuite la cible apparaissait, donc la cible un stimulus GABAR, donc orienté ou bien vers la droite ou vers la gauche. Et ensuite, après un certain délai, on masquait les 4 endroits possibles de la cible. Donc, dans ce contexte-là, ce que les pauvres participants, puis je vais vous dire pourquoi pauvres participants devaient faire, c'est indiquer le plus rapidement possible l'orientation du GABAR. Okay? Et ensuite, on leur demandait de fournir un deuxième jugement, donc les jugements de deuxième ordre. Certains participants ont des jugements de visibilité, d'autres des jugements de confiance. Donc, j'ai dit participants parce que nos pauvres participants ont fait au-delà de 3000 essais de cet âge-là à travers plusieurs sessions. Donc, on avait au-delà de 40 participants, donc de personnes qui sont prêtées au jeu. Donc, tenez-vous là pour dire si vous venez participer à des expériences dans mon labo, ben, c'est peut-être les choses les plus intéressantes à faire. T'inquiétez. OK. Donc, ça, c'était pour la partie méthode. Donc, on va passer en revue ensemble les résultats, puis je vais vous indiquer évidemment les points les plus importants. Donc, au niveau de la sensibilité perceptive, okay? Donc, ce que je vous montre ici, c'est le fameux calcul du D', okay? Donc notre sensibilité perceptive en fonction de l'attention endogène, donc valide, les essais valides ou invalides, et en fonction de l'attention exogène, valide ou invalide. Donc, notre 2 par 2 qui se retrouve ici. Puis ici, on avait 2, comme je disais, l'attention de masse possible. Puis déjà, sans regarder les statistiques, on peut déjà constater qu'on a un bénéfice pour chacune des formes d'attention sur la sensibilité perceptive. Donc, les deux formes d'attention contribuent à améliorer la perception. Néanmoins, déjà, on peut voir qu'il y a pratiquement pas d'interaction. Donc, ici, je vous montre les régresseurs où on a testé les interactions entre les formes d'attention. Effectivement, on confirme qu'on a des effets principaux pour les deux formes d'attention, mais on n'a pas d'interaction. Donc, au niveau de la sensibilité perceptive, donc des jugements de premier ordre, on a retrouvé des effets additifs. Donc, si on conçoit que l'attention, en fait, une interprétation qu'on a, c'est cette idée-là que, en fonction de la quantité d'évidence disponible, l'attention a cette capacité-là d'augmenter le volume. Hein? Des fois, je donne des cours, comme le disait Karim, en neurosciences, puis je parle de modateurs, de neurotransmetteurs qui vont moduler, puis j'utilise comme ça volume. Des fois, je me pose la question, est-ce que le monde dans la classe sait de quoi la question? Parce que aujourd'hui, avec l'électronique, c'est tout faire, même dans la voiture, là, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, l'attention, dans le fond, va jouer ce rôle-là d'amplifier hein, le signal disponible en fonction des évidences. Okay? Donc, dans ce contexte, on peut concevoir que l'effet exogène et endogène est additif, donc est combiné. Ce n'est pas un effet synergique. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour le critère de décision? Bien, ici, on a altéré un peu le paradigme où, cette fois-ci, on a demandé aux participants de faire une tâche de détection, c'est-à-dire est-ce que la cible elle était présente ou absente. Okay? Puis là, on va se concentrer sur le critère décisionnel. Okay? Et ce qui est intéressant ici, ce qu'on remarque, donc encore une fois, on a attention endogène, attention exogène, okay? C'est que lorsque la cible apparaissait à un endroit où le participant ne portait pas attention, la stratégie employée, la prise de décision devenait extrêmement conservatrice, c'est-à-dire que la personne avait besoin de beaucoup d'évidence avant de contradire la cible est présente. Okay? Et ensuite, lorsqu'on regarde les effets attentionnels, ce qu'on voit, c'est que ça réduit ce biais-là de conservateur. Et donc, les participants devenaient non pas libérales, mais devenaient plus normales. Donc, autrement dit, les deux formes d'attention okay, ont un effet sur le critère décisionnel qu'on va prendre. Okay, et
au final, si on teste l'interaction, en fois, ce qu'on trouve, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux formes d'attention. Donc, pourquoi c'est intéressant? Ben, il y a un super beau travail qui a été fait par Rachel Dennison lorsqu'elle faisait son postdoc avec Marisa Carrasco et Wejima à NYU, où en fait, dans ce travail, elle montrait que lorsqu'on prend certaines décisions, on ne prend pas en compte uniquement ce qui se passe dans le monde extérieur, mais on considère aussi le contexte et les éléments internes pour prendre une décision. Est-ce que j'étais malade? Est-ce que j'étais en forme? Est-ce que j'étais fatigué? Tous ces éléments-là sont considérés dans la prise de décision. Et ce que Rachel nous indique, c'est quand dans tous les éléments qu'on considère, ben, il y a des éléments attentionnels. Est-ce que j'ai porté attention aux éléments externes ou pas? OK? Donc, dans le contexte où nous, cette fois-ci, on évalue le critère décisionnel, donc le critère décisionnel est indépendant de l'effet sur la sensibilité perceptive, ben, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, les participants vont prendre en compte le fait si oui ou non ils ont porté attention à la cible. Okay? Mais en plus, ça va dépendre du système qui est utilisé, c'est-à-dire que l'effet du système d'attention endocrine est additif par rapport à l'effet d'attention exogène, c'est-à-dire que lorsque je vais prendre ma décision, je vais dire, ah ben les deux systèmes étant engagés, donc le critère que je vais adopter est beaucoup plus libéral. Okay? Donc, autrement dit, il y a une sensibilité, on peut dire, si vous me prêtez l'expression, au nombre de systèmes qui sont utilisés dans le contexte de cette tâche-là. Donc, pour le dire autrement, je suis plus libéral si je sais que les deux systèmes étaient engagés vers le même endroit que si uniquement un des deux est engagé. Donc, je le sais quel système était engagé et ça a un impact sur le critère décisionnel. Maintenant, pour ce qui est des jugements de deuxième ordre, donc des jugements de second ordre, cette fois-ci, on a utilisé des stratégies de modélisation, donc des chaînes de Markov avec simulation Monte Carlo, là, qui est une stratégie pour simuler pour estimer des paramètres. Puis on a estimé les paramètres donc, de notre fameuse efficacité métacognitive. Et ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est que l'attention a, lorsqu'on regarde les estimations par participant des valeurs obtenues, c'est qu'il n'y a pas d'effet attentionnel. Là, donc, on a ici, en bon français, fité plusieurs modèles, okay, où dans chacun des modèles, on a intégré nos régresseurs pour tester les effets. Puis ici, ce que je vous montre, donc, c'est une stratégie, donc cette stratégie d'estimation de paramètres-là, c'est une stratégie bayésienne fondamentalement. Puis ce que je vous montre ici, c'est les paramètres de ma régression. Puis là, on a les fameux postérieurs bayésiens. Hein, donc, quelle est la valeur de paramètre que j'obtiens avec la distribution? Puis ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on confirme pour la latence de masque courte qu'il n'y a pas d'effet attentionnel. Et on confirme la même chose pour la latence de masque long. Là, on s'est posé toutes sortes de questions. Donc, on a répliqué ce résultat-là, où cette fois-ci, ce que je vous montre, c'est dans le cadre d'une expérience où cette fois-ci, on a manipulé, on a titré la performance de première ordre. C'est-à-dire qu'on a tout égalisé au niveau de la perception avec une stratégie de titrage. Puis, on a regardé ce qui se passe dans les jugements de mort, puis encore une fois, on n'a trouvé pas d'effet. Donc, il n'y a vraiment, vraiment pas d'effet attentionnel au niveau de la métacognition. Donc, évidemment, ça remet en question certains travaux qui nous ont précédés et depuis nous ont suivis. Également, cette idée qu'il y aurait une forme de connexion directe entre l'attention, donc la capacité à sélectionner de l'information, et les effets de conscience, donc les effets d'introspection. Il faudrait que les effets, autrement dit, une façon de le voir, c'est une fois qu'on contrôle pour les effets de la perception, il n'y a pas d'effet de l'attention sur la métacognition. Donc, ça corrobore un peu cette idée-là qu'effectivement, c'est deux systèmes distincts qui semblent opérer sur différents aspects de la perception et de la métacognition de façon séparée et de façon indépendante. Donc, on va changer de registre un peu. Et j'ai pensé que ça serait un bon contexte pour
évidemment présenter des travaux en fait avec Karim et moi quand je suis arrivé dans le labo, où cette fois-ci, on s'est intéressé aux effets différentiels et les effets de chevauchement. Oui, merci. Les deux, euh, 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 les deux formes attentionnelles au niveau du traitement sensoriel de la perception. Donc, on s'est intéressé aux effets de différence et de chevauchement parce qu'effectivement, il y a tout un travail qui a été fait avant nous qui montrait parfois des différences, parfois des interactions. Donc, comment dire, parfois on avait ces effets de chevauchement-là, parfois on avait des effets différentiels. Donc, nous, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut montrer en EEG? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à participants de faire des tâches d'attention exogène où, cette fois-ci, il y avait deux endroits où la cible pouvait apparaître. Il y avait un indice qui flashait à l'écran. Donc, ensuite, une cible, un gabord peut apparaître à l'endroit indiqué par la cible ou de l'autre côté. Puis, encore une fois, c'est la même tâche, donc de discrimination de gabord. On a fait aussi une tâche d'attention exogène et c'est les mêmes sujets qui ont fait les deux tâches. Okay? Donc, la tâche était très, très, très facile. Donc, c'était voulu parce qu'on voulait être certain qu'au niveau de la performance, on aurait les mêmes effets, donc les tailles d'effets qu'on observerait au niveau de la validité de l'indice. Hein? Et c'est ce qu'on a observé. Donc, il n'y avait pas de différence entre les deux tâches au niveau de la discrimination, au niveau de la performance de discrimination. Et pendant que les participants complétaient la tâche, ben, on a enregistré l'électroencéphalographie à l'aide d'un système 64 canaux, 64 dérivations. Puis ici, pour tester donc, les effets différentiels, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des classifications de patrons multivariés. Donc, on a entraîné un classificateur à voir s'il sera en mesure de différencier les effets entre la tension exogène et la tension endogène. Donc ici, je vous montre, dans le fond, le pipeline d'analyse qu'on a utilisé, mais de manière, évidemment, je n'irai pas en détail, mais de manière générale, ce qu'on fait, c'est qu'on a isolé les effets pour la tension exogène, isolé les effets pour la tension endogène, et pour chaque point de la série temporelle, okay, où on avait aligné le G sur la de la ben, on a entraîné notre classificateur, puis ensuite, on l'a testé sur des données, évidemment, qu'il n'y a pas vues. Donc, on a utilisé une validation croisée intra-sujet. Donc, chaque participant a son propre test. Donc, ce que je vous montre présentement à l'écran, ben, c'est les résultats de notre classification. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est notre EEG, comme je disais, qu'on a aligné sur la cible, et on a la performance de notre classificateur, sa capacité à discriminer, à reconnaître les différences entre les effets d'attention exogène et les effets d'attention endogène. Et ce qu'on voit immédiatement lorsqu'on teste la performance du classificateur par rapport au niveau de la chance, ben, c'est que notre classificateur est capable d'observer des différences tout au long de la série temporelle. Hein? Donc, il semble y avoir des différences entre la tension exogène et la tension endogène tout au long du traitement de l'information après l'apparition de la cible. Maintenant, lorsqu'on prend la performance maximale du classificateur pour chaque participante, okay, ben, ce qu'on observe, c'est que la performance maximale en moyenne pour ces personnes-là se tient tôt dans le traitement de l'acide, donc avant 200 millisecondes. Et ça correspond, dans le fond, si on n'est qu'une transformation au poids du modèle qu'on obtient, okay, ben, ça correspond, dans le fond, à une topographie où on a des variations latéralisées en fonction des régions visuelles contralatérales. Okay? Donc, on a vraiment cette topographie-là. Donc, autrement dit, tôt dans le traitement, donc en deçà de 200 millisecondes, il y a des effets différenciés qui émergent au niveau contralatéral. Donc, ça, c'était pour les effets de différenciation. Maintenant, pour les effets de chevauchement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné
le modèle à reconnaître les effets d'une forme d'attention. Donc, on dit au classificateur, est-ce que tu es capable de reconnaître les effets d'attention exogène? Et ensuite, on a testé ce classificateur-là sur l'autre forme d'attention. Donc, est-ce que les effets sont généralisés dans un contexte où, cette fois-ci, c'est l'autre forme d'attention qui était évaluée? Donc, ça nous permettrait d'identifier, dans le fond, les chevauchements possibles. Et ici, ce qu'on a observé, c'est qu'un classificateur qui a été entraîné à reconnaître les effets de l'attention exogène, donc encore une fois, c'est aligné sur l'apparition de la cible, et que cette fois-ci, il est testé sur les effets de l'attention endogène, bien, effectivement, il est capable de performer au-delà du niveau de la chance, okay, pour une partie de la série corelle. Okay? Et encore une fois, lorsqu'on regarde où se retrouvent les effets maximales, okay, ce qu'on peut voir, c'est que la performance maximale du classificateur survient cette fois-ci de 300 millisecondes. Okay? Donc, on a testé évidemment la même chose, mais de l'autre côté, mais naturellement, là, ce qu'on trouve d'un côté, ben, c'est normal qu'on de l'autre, c'est-à-dire que si la tension exogène, un classificateur entraîné sur la tension exogène permet de retrouver des effets d'attention endogène, ben, on va retrouver aussi l'inverse. Donc, c'est ce qu'on a retrouvé, là, on a corroboré ça. Donc, ce que ça nous indique, c'est que très tôt dans le traitement, il va y avoir une différence entre les deux systèmes, donc autour de 200 millisecondes. Et plus tard, il va y avoir cet effet de chevauchement-là. Donc, les deux systèmes vont se chevaucher. Donc, ça, c'était super intéressant. Mais évidemment, quand même, la question qu'on s'est posée, c'est, ben, est-ce que les effets qu'on observe ont une pertinence comportementale? Hein? Est-ce que c'est assez au comportement? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt peut-être un épiphénomène qu'on observe, donc des différences qui n'ont rien à voir peut-être avec les effets nécessairement attentionnels? Donc, pour explorer cette question-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux participants aussi de faire une tâche où cette fois-ci, il n'y avait pas d'attention du tout. Donc, c'était exactement la même tâche. Okay? C'est les personnes qui ont fait cette tâche-là. Et on a des stimuli GABA qui apparaissent à gauche et à droite. Encore une fois, une tâche horrible à faire. Cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la réponse évoquée. Lorsqu'il n'y a pas d'attention, on a appris une transformation en composante principale pour dériver aux différentes composantes. Donc, qui sont associées au traitement de l'information visuelle sensorielle. Ensuite, on a pris pour chacun de nos essais le G aligné sur l'apparition de la cible, donc pour les essais d'attention exogène, pour les essais d'attention endogène, et on les a projetés sur ces différentes composantes-là. Okay? Donc, avec cette stratégie-là, ce que ça nous permet d'obtenir, dans le fond, c'est un peu comme des potentiels évoqués, mais au niveau de l'essai. Hein? Donc, pour chacun des essais, j'ai la composante 1, la composante 2 et la composante 3. Donc, c'est temporel pour chacune des composantes. Et dans ce contexte-là, ben, ça nous a permis de tester un modèle de médiation où, en fait, on va avoir la validité de l'indice attentionnel qui prédit un temps de réponse. Donc, pour chaque essai, on a un temps de réponse obtenu selon que l'indice est valide ou pas. Puis, on a testé, est-ce qu'il va y avoir un phénomène de médiation par le potentiel évoqué? Et on reste ça tout le long de la série temporelle. Donc, c'est le modèle qu'on a testé tout le long de la série temporelle. Et ce que je vous montre ici, c'est pour la composante 1, donc la première composante, donc où on avait cette topographie-là qui est latéralisée, où on a un effet plus important au niveau ipsilatéral. Okay? Ici, ce que je vous montre, c'est les coefficients de médiation, okay? Où on teste la significativité de médiation. Puis en haut, vous avez la tension exogène. En bas, vous avez la tension endogène. Et ce qu'on observe, c'est que pour la première composante, okay, on va avoir un effet de médiation très tôt au niveau de la tension exogène. Néanmoins, cet effet-là ne sera pas présent pour la tension endogène. Okay? Et on peut tester la différence entre les deux, puis effectivement, la différence ressort. Donc, souvenez-vous ce que je vous ai dit un peu plus tôt.
très tôt dans le traitement, on observe des différences entre les deux. Hein. C'est ce que trouvait notre classificateur. Donc ici, ça corrobore cette idée-là où, effectivement, un effet de médiation associé à la tension exogène qu'on ne retrouve pas dans la tension endogène. On perd le même type d'analyse pour la deuxième composante, où cette fois-ci, on a trouvé des effets sur ce qui s'apparenterait à être la première dérivation négative. Et encore une fois, cette fois-ci, on trouve des effets de médiation pour la tension exogène et pour la tension endogène. Donc, pour une topographie, ce qui est plus associé aux effets contralatéraux. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on trouve un effet de médiation, l'effet de médiation va dans des directions opposées. Hein? Donc, encore une fois, ça nous indique qu'on retrouve une différence entre les deux systèmes et que ces deux systèmes-là, ces différences-là, dans le fond, contribuent aux effets complémentaires qu'on a observés. Et un peu plus loin, on retrouve des patrons de similarité où cette fois-ci, les effets de médiation, plus tard dans le traitement, hein, sont très similaires. Cette fois-ci, nous parle ou semble refléter davantage ce chevauchement-là qu'on trouve. Et finalement, au niveau de la troisième composante, donc encore une fois, on trouve différence. Donc, on trouve une différence au niveau de la tension endogène qu'on ne retrouve pas au niveau de la tension exogène et des similarités un peu plus tard. Donc, cette trois composantes-là, hein, semble avoir une topographie un peu plus antérieure-postérieure. Donc, tout ça pour dire, les fameuses différences qu'on a observées dans le traitement entre le chevauchement et la différenciation, elles semblent avoir un effet sur le comportement. Donc, autrement dit, elles contribuent aux effets qu'on observe au niveau du comportement. Donc, je vais passer rapidement sur cette diapo-là. En fait, c'est pour arriver ici. Donc, présentement, dans le laboratoire, parce qu'on peut spéculer que, dans le fond, ce qu'on observe ici, c'est que très tôt dans le traitement, hein, comme je disais, la tension semble amplifier le signal. Donc, c'est la façon dont un des processus par lequel les mécanismes attentionnels fonctionnent. Donc, possible que très tôt dans le traitement, la tension exogène et la tension endogène, dans le fond, vont amplifier le signal de façon différenciée. Donc, pas exactement les mêmes mécanismes, ou en tout cas, les mêmes mécanismes ne surviennent pas au même moment dans le traitement, mais qu'un peu plus tard, on va retrouver du chevauchement dans les mécanismes, les processus qui sont impliqués dans la prise de décision perceptive. Donc, autrement dit, si on imagine un modèle d'accumulation d'évidence, il y a un moment où, encore une fois, je vais établir un certain seuil où je vais avoir suffisamment d'évidence pour dire le gabord est droit. Il est possible que les processus impliqués dans l'établissement du seuil soient très similaires. Donc, on est en train de tester ces idées-là présentement dans le laboratoire. Très bien. Donc, si vous êtes encore en vie, donc j'ai une dernière étude à vous présenter, où cette fois-ci, on s'est intéressé aux fameuses oscillations alpha ou au rythme alpha qu'on retrouve dans l'EEG. Parce que, comme je vous ai dit au début, on peut concevoir la tension spatiale comme la mise en place de cartes de priorité, hein, où certaines parties de l'espace, dans le fond, que j'observe, vont être priorisées. Puis, au niveau de l'EEG, lorsqu'on regarde le rythme alpha, il semble que les variations d'amplitude du rythme alpha sont associées à la mise en place de ces cartes de priorisation-là, au sens où, lorsque je porte attention à un des deux émichants, ce qu'on va observer, c'est une augmentation des amplitudes dans le rythme alpha au niveau ipsilatéral et une diminution d'amplitude au niveau contralatéral. Donc, vraiment un effet latéralisé au de l'alpha, donc qui est associé à l'orientation attentionnelle. Et on a différentes pistes d'évidence qui suggèrent que, dans le fond, le fait qu'on trouve cette diminution-là des amplitudes alpha, en fait, ça reflèterait le fait qu'il y a une augmentation de l'activité sensorielle au sens où, lorsqu'il y a une grande amplitude alpha, ça reflèterait le fait qu'il y a beaucoup d'émissions. Hein, donc, lorsqu'on retrouve beaucoup d'amplitude alpha, beaucoup de puissance là, dans le spectre alpha, en fond, c'est des mécanismes d'émission. Et lorsqu'on a une diminution
au niveau spectral, au niveau de l'amplitude, ben, ça va être c'est comme si on enlevait le frein tranquillement. Donc, c'est comme si la tension fonctionnait avec le frein. Et quand on enlève le frein, on a une augmentation du traitement sensoriel. Hein? Donc, ces patrons de la latéralisation de l'alpha reflèterait le fait que lorsque je porte attention à un émission, ben, j'augmente le traitement sensoriel pour cette partie-là de l'espace. C'est en lien avec l'activation, l'inhibition active, right? Activation, Ouais. viendrait d'autres régions, top-down peut-être, exercice sur le... Oui, exactement. Surtout avec le réseau dorsal d'attention dont j'ai parlé précédemment. Mais cette perspective-là, cette hypothèse-là, dans le fond, elle a été remise en question par une série de travaux, dont un papier qui est un peu passé sous le radar, mais qui, à mon avis, est très important, où je n'aurai pas le temps d'aller dans le détail, mais ce que ce groupe de chercheurs-là ont fait, c'est qu'ils ont testé ces effets-là en lien avec les effets d'entraînement, hein, donc la synchronisation. Donc, autrement dit, je peux présenter des patrons d'activités sensorielles qui ont un certain rythme, on dit une certaine fréquence, et on va retrouver cette fréquence-là dans le traitement sensoriel. Donc, autrement dit, si une stimulation est tentée à un certain rythme, ben, le rythme, je vais le voir au niveau sensoriel. Donc, si c'est à 8 Hz, je vais retrouver un pic de 8 Hz au niveau sensoriel. Donc, ils ont utilisé une stratégie comme ça pour montrer que l'activité alpha, dans le fond, ne semble pas refléter cette augmentation-là du traitement sensoriel. Hein? Donc, ça remettait en question ce modèle-là, vraiment un modèle central à notre compréhension du fonctionnement attentionnel. Donc, nous, dans ce contexte-là, notre petite contribution, dans le fond, c'était de dire, ça se peut qu'il y ait des déclinaisons en question. Est-ce que, dans le fond, les variations du patron d'alpha vont suivre les variations de la tension endogène en fonction d'un phénomène qu'on connaît toutes et tous assez bien, la distraction. Hein? Donc, autrement dit, lorsque je me concentre sur une tâche, donc présumé dans ce modèle, il va y avoir des variations de l'activité alpha, donc une diminution de l'amplitude alpha en fonction de ce à quoi je porte attention. Et lorsqu'il va y avoir un phénomène d'interférence, donc survient une notification de téléphone, par exemple, ben, ça devrait interférer avec cette de priorisation-là, hein? Puis on devrait le voir. Donc, autrement dit, est-ce que les variations de l'alpha vont suivre les variations additionnelles qu'on peut observer dans une tâche de distraction? Hein? Donc, c'est ce qu'on a cherché à tester, puis on a cherché à tester ça de façon assez simple, où on a une tâche d'attention endogène, donc une tâche que vous avez déjà vue, qu'on a testée dans un contexte où c'était la tâche d'attention endogène seule, ou la tâche d'endogène pour laquelle on avait ajouté un distracteur. Donc, autrement dit, une manipulation expérimentale assez directe où le distracteur est présent dans une condition et absent dans l'autre. Donc, c'est la tâche que les participantes et participants ont fait. Donc, c'est une tâche d'attention endogène. Et le facteur, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un indice d'attention exogène à chacun des essais. Okay? Et il faut savoir que l'indice d'attention exogène, parfois, apparaissait au même endroit que l'attention endogène, parfois à l'endroit opposé. Évidemment, le but ici, c'était complètement randomisé, donc c'est complètement au niveau de la chance, c'est pour éviter qu'il y ait des effets d'anticipation. Hein? Puis, on a manipulé aussi tous les aspects de latence dans la tâche, donc pour éviter toute forme d'anticipation temporelle. Donc, c'est vraiment purement spatial ici. Point 3. Prêt. Donc, je rappelle un peu le paradigme. Donc, tension endogène seule versus la tension endogène avec un distracteur exogène. Okay? Donc, ici, ce que je montre, c'est des effets qu'on a déjà vus. Donc, la tension endogène jeune, donc seule. Donc, on a un bénéfice au niveau de l'indice, donc un bénéfice au niveau comportemental. Et lorsque je prends le G, donc c'est important de le dire, donc on colle évidemment des données EEG dans ce contexte-là. Donc, lorsque je prends les potentiels évoqués et que je les aligne sur la fraction de la cible et que j'entraîne un classificateur à reconnaître les effets de la tension endogène, donc les effets d'indissage,
ben, mon classificateur est capable de performer au-delà du niveau de la chance pour à peu près l'ensemble de la série temporelle. Donc, vraiment capable de reconnaître les effets d'indissage facial. Maintenant, qui se produit si j'ajoute un distracteur qui va dans la direction opposée? C'est-à-dire que moi, je porte attention à gauche et le distracteur apparaît à droite. Okay? Donc, on regarde qu'est-ce qui se passe dans ce type de contexte-là. Ben, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau comportemental, on perd le bénéfice de l'indissage. Okay? Et lorsque je prends exactement le même modèle qui a été entraîné à reconnaître les effets de tension endogène et que je le teste dans ce contexte-là, donc je n'entraîne pas un modèle, je prends un modèle qui est capable de faire le travail, je le teste dans le contexte où il y a un distracteur, mais cette fois-ci, il n'est plus capable de faire le travail. Il n'est plus capable de reconnaître les effets d'attention endogène. C'est vraiment des évidences comme quoi il y a un phénomène d'interférence. Donc, on corrobore le fait que, effectivement, la tâche semble fonctionner, ça semble produire des effets d'interférence. Et je ne rentrerai pas dans le détail, étant donné qu'il est tard, puis j'ai déjà parlé longtemps, mais on a confirmé, étant donné que c'est des indices valides et invalides, donc l'effet a pu se retrouver juste sur l'essai invalide. Donc ici, on a confirmé que lorsque je porte attention à un endroit et, disons, à gauche, et que la cible apparaît à cet endroit-là, c'est un essai valide. Donc, on a confirmé que le traitement des essais valides lorsque la tension endogène était seule versus lorsqu'il y avait un distracteur du côté opposé, donc on observerait un effet pour les essais valides seuls. Donc, autrement dit, je porte attention à gauche, la cible apparaît à gauche, il va y avoir une différence au niveau de la performance et au niveau de l'EEG dans le traitement de cette cible-là. Et cet effet d'interférence-là qui apparaît assez tôt, là. On le voit là ici. OK. Donc, la question ici qui nous intéresse, c'est vraiment l'activité dans le rythme alpha. Donc, première des choses qu'on a fait, c'est qu'on a aligné l'enveloppe, dans le fond, une transformation de I sur l'apparition de la cible. Okay? Et on a entraîné un classificateur à nous aider, est-ce qu'il y avait un distracteur ou pas? Donc, ce n'est pas une grande surprise. Donc, le classificateur est capable de reconnaître les essais où il y a un distracteur qui va apparaître. On peut voir les variations dans la performance du classificateur ici que je vous montre. Okay? Et lorsqu'on regarde la topographie acide, on voit un patron d'activité au niveau pariétal. Okay? Donc, nous, on a pris, dans le fond, cette dérivation-là de l'EEG, donc ce canot-là de l'EEG. Okay? Et on a testé des effets de médiation. Donc, on s'est dit, OK, c'est là que se trouve l'effet le plus important. Okay? Qu'est-ce qui se passe si je teste la tension endogène seule okay, au niveau des effets latéralisés de l'alpha pour le canot dont je vous ai parlé? Okay? Donc, on a les effets de la tension endogène qui prédisent les temps de réponse. Et on a testé la médiation par les effets latéralisés de l'alpha. Et ici, ce que je vous montre, dans le fond, c'est qu'on a une distribution nulle pour le test de l'effet indirect. Okay? Et on peut voir qu'on a un effet significatif. Okay? Donc, autrement dit, les effets de réalisation de l'alpha okay, permettent de prédire les effets comportementaux qu'on observe pour la tension endogène seule. Qu'est-ce qui se produit lorsqu'on ajoute un distracteur, donc notre fameux distracteur du côté opposé, et qu'on l'ajoute comme modérateur de ce lien-là entre la tension endogène et les effets latéralisés de l'alpha? Donc, c'est le modèle de modération de la médiation qu'on a testé et on a trouvé un effet significatif. Donc, autrement dit, on a associé les variations latéralisées de l'alpha à la tension endogène et au niveau comportemental. Et cette fois-ci, on montre que l'effet de la distraction qu'on observe au niveau du comportement sont associés aux variations du rythme alpha. Ou une façon plus de le dire, c'est que le distracteur va venir interférer, va venir faire varier les effets qu'on observe au niveau du rythme alpha et ça va influencer ce qu'on observe au niveau comportemental ou ça va être associé à ce qu'on observe au niveau comportemental. Donc, pour terminer,
comme je disais, ben, on a testé aussi des patrons de connectivité, hein, parce que, comme je disais dans le jeu, ben, l'attention endogène est associée à un circuit dorsal de l'attention, donc qui comprend les champs oculaires supérieurs et la région intrapariétale. Okay? Donc, on a testé les patrons de connectivité en lien avec la présence ou l'absence du distracteur. Et effectivement, ce qu'on a observé au niveau des patrons de connectivité dans le rythme alpha, c'est, à la grande surprise, on a retrouvé des changements dans la connectivité entre la région ipsilatérale et contralatérale. Okay? Donc, ça, c'est seulement les effets latéralisés d'alpha dont je vous parlais. Mais on a observé aussi des différences au niveau fronto-pariétal, ce qui suggère qu'effectivement, le circuit dorsal de l'attention, donc il y aura une forme d'interruption ou en tout cas un changement dans son fonctionnement qui est lié à l'apparition du distracteur. Donc, on se retrouve un peu avec cette idée-là que, effectivement, l'interférence émerge du fait qu'il y a une interruption du circuit dorsal de l'attention et que cet effet-là vient, en fond, interférer avec l'émergence des cartes de priorisation spatiale de l'attention. Donc, c'est vraiment en lien un peu avec ce que je vous disais dans le jeu, donc avec ce papier-là, où effectivement, on a deux mécanismes d'attention qui sont indépendants et séparés, mais qui sont capables d'inhibition d'interférence mutuelle. Donc, ici, on trouve un effet d'interférence. Donc, simplement pour résumer, donc, je vous ai présenté un peu des travaux où on a testé les effets de l'attention exogène et endogène sur la perception et la métacognition. Hein? Je vous ai montré aussi des effets où on a trouvé des effets différenciés et des effets de chevauchement au niveau du traitement sensoriel de l'information. Et je vous ai présenté aussi des évidences comme quoi, contrairement à certains papiers récents qui ont été publiés, il semble que, en tout cas, les variations du rythme de l'alpha suivent les effets d'interférence au niveau de l'attention endogène. Voilà, donc c'était mon programme, sans doute beaucoup trop ambitieux, mais évidemment, donc, je tiens à remercier là, tous les gens qui ont participé à ce travail-là à travers les années, etc. Et évidemment, tous les organismes subventionnaires là, qui ont soutenu mes efforts et ceux de mes nombreux participantes et participants. Voilà. Merci. Je vais poser une question pour Mhm. éviter. La dernière étude a parlé sur l'effet alpha contralatéral sur l'attention. Les évidences que tu nous as présentées demeurent des évidences correctionnelles, contrairement à l'article que tu as présenté pour introduire l'affaire. Est-ce que à l'Université, il y a plein de gens qui font de la TMS. Ben, ouais. Oui, tout à fait. Donc, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est corrélationnel. C'est vrai que la manipulation qui a été faite, le papier que j'ai montré, il y a certaines limites. C'est aussi corrélationnel. Dans le fond, il observe corrélation entre les rythmes d'alpha et les effets d'entraînement de stimulation. Et en plus, c'est pas la stimulation à haute fréquence qu'ils ont employée. Donc, c'est pas clair si leur manipulation n'a pas interféré avec le rythme alpha. C'est de la basse fréquence. Et là, ce qui est sûrement que tu en as déjà vu. Tu sais, quand tu fais de la stimulation à basse fréquence, moi, ça me fatigue, là. Je sais pas, moi, je le vois, puis ça me fatigue l'œil, tout ça. Donc, il y a toutes sortes d'effets. Seuil de fusion. Ouais, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, des trucs que nous, on a posés, en tout cas, la dernière demande de subvention que j'ai faite là, il y a quelques semaines, c'est d'utiliser la simulation en haute fréquence maintenant qui est possible. D'ailleurs, avec la MEG ici, là, ça prend un projecteur spécial, là, le View ProPix. Donc, puis c'est en delà du seuil perceptible. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, tu ne le vois pas là. Donc, il semblerait qu'il y a un entraînement. Donc, il y a ça qu'on veut tester. Puis, tu as raison qu'avavec la TMS, c'est l'idée qu'on a. Il y a un groupe. Juste Ouais, que je ne comprends pas. Donc, il ne faut pas que la simulation soit nécessairement dans la bande alpha pour l'influence. Même, Si tu ne l'es pas. c'est mieux si ça ne l'est pas parce que tu introduis un signal externe
dans le fonctionnement cérébral. Tu préfères voir de manière naturelle comment émerge l'alpha sans que toi, tu vas jouer dans ces bandes de fréquences-là. C'est pour ça qu'on préfère utiliser des hautes fréquences pour la stimulation parce qu'on laisse toutes les basses fréquences libres de fonctionner comme elles veulent fonctionner. Alors que dans les études que j'ai présentées, à mon avis, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés. Le papier est important, mais je pense que c'est ça qui nuit toutes ces limites-là. Mais ce n'est pas le seul. Ils ont été plusieurs à sortir des papiers où ça remettait en question un dogme presque qui était l'alpha et l'attention. On a tendance à. Pas quand toi t'enseignes, on dit qu'ils vont ensemble. Mais le groupe de Robert DeSimone ont fait une équipe intéressante où ils ont fait du neurofeedback explicite. Donc là, Vincent m'avait écrit, là, il m'avait dit qu'il ne pourrait pas être là. Je ne sais pas, lui, il a suivi un peu, mais ils ont entraîné des participants à produire un effet d'alpha pour voir si ça leur a un effet causal sur l'attention. Mais ça aussi, ça a été super critiqué. Mais oui, tu as raison. Je pense que la TMS, tel est En dans. passant, on n'est pas obligé d'utiliser un projecteur VPX qui coûte 50 $. Maintenant, tu peux acheter un écran, ce que j'ai de faire, Ah oui? pas très longtemps, un écran de $, il fait 480 Hz. Ah, Ouais, mais Pour la MEG, C'est ça. c'est pas utilisable un écran comme ça. On est obligé d'acheter le. non, c'est ça. Ouais. De faire un truc complètement behavioral, comportemental. ouais, mais après, On va avoir une OPM, mais là, on ne l'a pas encore. Vous l'aurez pas. Oui. Moi, j'ai une question pour toi, Mathieu. Est-ce que vous avez exploré un petit peu des potentiels effets de phase sur l'alpha, notamment de regarder un petit peu l'esprit de Ole Jensen, tout ça, regarder l'onset du stimulus par rapport à la phase de ton ongoing alpha. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous explorez? Et est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement venir faire disparaître ou venir faire mettre en évidence certains effets de captation attentionnelle? Ouais. Les effets de phase étaient beaucoup corrélés avec les variations de l'enveloppe. Une des raisons qu'on a laissé faire les effets de phase, c'est que ça, c'est des détails métaux, mais ces détails métaux qui sont importants pour moi, c'est on a introduit en français des jitters un peu Ouais. partout. Ouais. On a vraiment cassé les effets. Attention, donc j'analysais les effets de phase, puis je me disais, je ne sais pas comment je vais réussir à tout aligner. Les effets de puissance, tu sais, ils ont une durée. Les effets de phase, tu le sais, ça va et ça vient, là, tu sais, Ouais. par nature. Là, tu sais. Donc là, je me disais, ça va être un méchant casse-tête tu sais, de tout réaligner, parce que tout est désaligné constamment là, pour chaque essai. Là, tu sais, puis tu le vois, le jitter, je l'ai mis ici dans les bandes grises. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, puis tu sais, il y a aussi des effets d'alpha que, tu sais, clairement, les participantes et participants avaient une forme d'anticipation, là, à mon avis. Cette variation-là du pic alpha qui survient avant l'apparition du distracteur, c'est clairement un effet d'anticipation. Autrement, mon point, c'est que je pense que ça a été trop compliqué. Ouais, c'est ça. J'ai été trop minutieux dans la méthode pour. Mais Rachel Dennison, elle a des super résultats, effectivement, sur la face. Ouais, elle montre que tension temporelle, effectivement, puis même, il y a des papiers qui suggèrent, notamment Simon Grondin, là, tu sais, qui est dans le départ, que le cerveau, dans le fond, garderait un espèce de monitoring, tu sais, mais là, tu ne veux pas mettre un homoncule, mais du nombre de phases d'alpha que tu viens de passer, le nombre de fois que tu passes le cycle. Tu sais, parce qu'il y en a où l'attention, ben, tu dois la désengager là, s'il ne se passe rien. Tu sais. Donc, tu sais, c'est pratique de compter. Si tu n'as pas de compteur externe, là, tu sais, ben, comment tu comptes? C'est comme une horloge interne. Oui, c'est ça, exactement. c'est une question. Il y a une question à la maison. Vas-y. Je suis pas tout le temps de Mathieu, moi. Donc, ici, il me dit merci pour votre présentation. Pensez-vous que l'activité en bande alpha pourrait servir de marqueur pour le diagnostic du TDAH? Ah, bonne question. Ben, je ne suis pas un spécialiste TDAH,
Ce type de tâche-là, c'est pas le bon type de tâche, à mon avis, pour explorer le TDAH. Donc, il y a des travaux qui ont été faits sur les manips exogènes, endogènes, et elles sont pas très sensibles pour détecter les différences qu'on observe avec le TDAH. De manière générale, nous, ce qu'on observe dans le laboratoire, c'est pas des diagnostics, mais c'est dans les personnes qui, par exemple, vont rapporter des moins bonnes capacités attentionnelles, c'est plus dans la durée. Donc, la capacité à maintenir ton attention, c'est les fameux de vigilance là, que Yann a exploré en MEG, c'est les fameux CPT. Donc, ça, c'est des choses, à mon avis, qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont d'ailleurs utilisés, je pense, pour le diagnostic. Donc, ici, non, c'est pas. Ouais. Mais en même temps que je dis ça, ouais, il est très tard pour spéculer. Ouais. Justement, parlant de ça, tu as quand même un devis expérimental qui est plutôt long. Est-ce que tu as exploré des effets justement de fluctuation de vigilance à travers J'aurais aimé ça vous le montrer. Moi, on a des trucs qui tournent. le trial, à quel point est-ce que On a des trucs qui tournent. Ouais, effectivement, tu le sais, là, Yann et moi, on s'est parlé il y a longtemps, mais mon intérêt maintenant, c'est pour effectivement les variations d'état latent dans une tâche, tu sais, avec des chaînes de marqueurs, là, des modèles de marqueurs latents. Donc, effectivement, on est en train de tester ça avec ces données-là, là, justement. Là, tu sais. Est-ce que les effets d'interférence, est-ce qu'il y a des moments où ils sont plus gros, des moments où ils sont plus petits? Puis, c'est quoi le marqueur biologique qui précède? On soupçonne, en tout cas, l'hypothèse principale pour moi, c'est la fameuse activité non rythmique, donc la fameuse composante apériodique, qui est un marqueur d'excitation neuronale. C'est probablement prédictif de ce qui va se passer. Là. Mais ça tourne. J'aurais beaucoup aimé ça. Si c'est disponible, je vous l'ai montré. Là. Mais ouais. Mais ouais, pauvre étudiant qui travaille avec moi, Nicolas, il travaille fort, mais il avait dit que je c'était disponible, je l'aurais présenté. Une dernière question avant le 20. Il faut que je pose une question sur au moins une autre étude, pas juste sur la troisième. Dans ta première étude, tu as parlé d'un article dans PNAS publié par le laboratoire de Carrasco. Oui, l'article de Rachel. Exact. Je ne sais pas, je l'ai pas assez. Ouais. Ouais. Donc, qui explique, j'imagine qu'il y a plein de choses dans l'article, mais entre autres, un impact du contexte sur le critère. Ouais. Puis ça, tu le vois dans tes données. Puis tu as dit que quand corrige-moi si je me trompe, mais quand les primes est élevée, quand la performance et la sensibilité est élevée, on a tendance à devenir plus libéraux. Ouais. Mais c'est quand porte attention. Mais tu as raison que je porte attention, donc il est plus élevé. Ouais. Mais donc, c'est quand je porte attention. Oui, donc son idée, c'est que c'est comme si tu avais conscience de porter attention. Oui, c'est ça. Puis même conscience peut-être du nombre de systèmes attentionnels engagés. Ouais. Puis tout ça, ça te rend libéral. Ouais. Libéral dans ton critère. Ouais. Mais pourquoi? C'est une super bonne question. Moi aussi, en fait, Vincent de Gardel et moi, on a discuté beaucoup de temps là-dessus parce que ce modèle-là, le modèle de détection finale pour plusieurs raisons, mais tu dois les connaître, mais je vais le temps d'entrer dans les détails, mais on aimerait penser que le critère, ben, on le met avant de faire la tâche, c'est-à-dire, je ne vais pas le varier de manière dynamique constamment, mais ce que les travaux de Rachel ont indiqué, ça a remis en question, c'est un peu un dogme, là, que le critère, ben, avant même que je sais combien d'évidence je vais avoir, ben, je vais dire, ben, c'est ça la quantité d'évidence. C'est pas une décision consciente, là, je suis pas en train de dire que. Mais le système a comme fixé, puis bon, ça peut varier peut-être durant la tâche, mais de manière générale. Mais là, ce que ça montre, c'est que ce critère-là, au contraire, est très dynamique, là, non seulement c'est ce que elle a montré dans un super beau papier où c'était des mêmes types de tâches que moi, mais avec des jugements de confiance, tout ça, qu'elle a modélisé. Mais l'ajout que moi, ma contribution, c'est en plus
Ben, je prends en compte quel type d'attention, puis si les deux étaient là ou si c'était juste un. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment particulier. J'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec Michael Graziano par exemple. Tu sais, est-ce que lui aurait une opinion? Tu sais, parce que ça se réfère beaucoup au schéma attentionnel, là, tu sais, comme si le système conservait ou avait une certaine forme de monitoring de ce que l'attention était en train de faire, indépendamment des conséquences. Tu sais, puis ça, c'est vraiment. Mais ma question, c'est est-ce que tu vois un possible avantage à déplacer comme ça le critère? Qu'est-ce que peut être la raison derrière ce déplacement, ce glissement du critère? Je pense que c'est vraiment, ça reflète la nature, une nature qu'on a à être conservateur. Là, on pense pas avoir beaucoup d'évidence. Tu sais, c'est les fameux, dans les contextes de prise de décision, tu sais, on a cette tendance-là à être conservateur. Tu sais, c'est quoi ton paradigme, là? Explorer versus Forger on a plus cette tendance-là. Très peu d'entre nous sommes des exploreurs. La plupart, on aime bien exploiter les ressources qui sont disponibles. Fait que là, c'est très spéculatif. Ce que je dis, ce que tu m'as indiqué, c'est que lorsqu'on ne porte pas attention, on devient subitement très conservateur dans notre prise de décision. On dit, ah, je préfère dire que la cible, elle n'est pas là parce que je n'ai pas porté attention, indépendamment de ma performance. C'est comme, je le sais que je n'ai pas porté attention, donc je préfère pas me prononcer. Ça démontre cette dynamique-là, à mon avis, du cerveau qui, non seulement voit ce qui se passe au niveau des conséquences, mais de ce qui se produit internement. Je trouve ça d'autant plus surprenant que dans l'état des primes, en tout cas, Oui, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Oui. Donc, Ouais. c'est vraiment curieux. Oui, oui, oui. Puis, ça, si jamais je trouve le temps, là, il existe aujourd'hui une base de données tu sais, c'est Dobby, là, ben, d'ailleurs, je pense que vous avez participé, toi aussi. Vous avez contribué, peut-être. Vincent. Mais c'est ça, tu sais. Si j'avais le temps, mais d'autres l'ont fait, puis ils font beaucoup mieux. Mais tu sais, d'essayer de trouver c'est quoi la relation de ces différents paramètres-là, dans le fond, là, tu sais, parce que le modèle assume qu'ils sont indépendants, mais c'est clair qu'ils ne le sont pas, là. Ils sont en pièce. Oui. Oui. Pour continuer là-dessus, on se trouve que les traits de personnalité ont une forte influence sur les critères moratoires. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur si la personnalité, justement, pourrait indiquer cette variabilité-là ou avoir un impact sur cette variabilité-là? Ah, c'est une bonne question, hein. Je ne sais pas. Je sais que Jonas Fahrenhoff a beaucoup travaillé sur les effets de critères, hein, tu sais, puis ils ont vraiment des super beaux papiers où, en plus, la façon dont j'établis le critère, c'est en lien avec, tu sais, les effets d'entropie. Là, tu connais, là, tu sais. Donc, les variations d'entropie du cerveau, on mesure à l'aide de l'EEG, sont associées aux variations de critères. Là, tu sais, fait que ça serait comme le marqueur. Après, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il a ça des. Parce il a pris ça puis il l'a testé dans toutes sortes de contextes. Là, c'était comme son marteau, là, tu sais, il cherchait des clous. Ah, je sais pas. Mais oui, sûrement que je sais pas. Je n'avais pas réalisé à quel point on avait dépassé Ouais. le temps actuellement alloué Ça- pour la présentation. J'imagine que ça on a fait ça